L'idée a germé dans la tête d'un homme. Pierre de Coubertin, traumatisé par les guerres de la seconde moitié du XIXe siècle, expose sa vision du sport comme vecteur de la paix lors du premier congrès olympique à Paris en 1894. Messieurs, n'était-il pas vrai que le télégraphe, le chemin de fer, les voies maritimes et le téléphone ont fait plus pour la paix que tous les traités et conventions diplomatiques? Eh bien, j'espère que l'athlétisme saura faire encore mieux. Pour le baron de Coubertin, premier président du Comité international olympique, cet universalisme sportif est très politique. L'objectif, que des jeunes hommes de la classe dirigeante se rencontrent sur le stade et contribuent ainsi à la paix internationale. Mais son projet pacificateur se heurte à l'instrumentalisation des Jeux par les États comme démonstration de leur puissance, avant de se fracasser sur l'histoire en cours. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'arrivée des fascismes dans les années 20, la montée de l'hitlérisme, alors là, le sport prend une autre proportion. On est vraiment dans un choc olympique des nations. Il y a une capitalisation politique qui s'opère et le sport devient une sorte d'avatar de la guerre en quelque sorte. Berlin 1936, malgré de multiples appels au boycott ou à l'annulation, les Jeux se mettent au service de la machine de propagande nazie. Le CIO gardera longtemps l'image d'une instance ultra-conservatrice qui s'accommode volontiers des régimes dictatoriaux. Et son positionnement est devenu au fil du temps un enjeu stratégique. À partir des années 50, il compose avec un monde séparé en deux blocs. Avec la guerre froide, c'est tout à fait différent, parce qu'il va se poser en arbitre entre deux grandes puissances, la puissance américaine, la puissance soviétique, l'Ouest et l'Est. Les attributions des JO à Moscou en 1980 et à Los Angeles en 1984 provoquent le boycott des uns puis des autres. I have given notice that the United States will not attend the Moscow Olympics unless the Soviet invasion forces are withdrawn from Afghanistan. L'ex-judoka Thierry Rey, désormais membre du comité d'organisation de Paris 2024, a remporté une médaille d'or à Moscou. Une victoire qui aurait pu ne jamais voir le jour. Et la France n'arrivait pas à se positionner réellement. Et puis tout d'un coup, le président Valéry Giscard d'Estaing a décidé que la France, en tant que telle, n'irait pas aux Jeux. Je suis dans l'incertitude. Vous savez, je pensais vraiment aller aux Jeux. Et puis il y a 15 jours, je pensais vraiment pas aller aux Jeux. Je pensais partir en vacances. Et puis maintenant, on dit on va aller aux Jeux. On sait vraiment plus sur quel pied danser. En fait, ceux qui sont allés aux Jeux, c'était le comité olympique et sportif français. Et moi, par exemple, quand j'ai gagné, j'ai pas eu la Marseillaise. J'ai eu l'hymne olympique. Dans cette ambiance de guerre froide, surgissent des images fortes en symboles. On se rappelle de Kozakiewicz, le sauteur en hauteur qui, dans le stade de Moscou, fait un bras d'honneur à la foule des Moscovites, et ce Polonais assez incroyable. Ces prises de position de la part des sportifs, le CIO les a longtemps combattues. À Mexico en 1968, lorsque des athlètes noirs américains lèvent le poing en faveur de la lutte pour les droits civiques, sa réaction est sans appel. Le président du CIO, Avery Brundage, qui est un suprémaciste blanc, un milliardaire de Chicago, demande leur exclusion et ils seront bannis à vie des JO. Ils n'ont jamais été honorés, ils n'ont jamais récupéré leurs médailles olympiques. Le CIO freine des quatre fers toutes les évolutions sociales, sociétales et culturelles. Quand il bouge, il le fait sous la pression des événements. Cette réticence face à toute forme de progrès social, les femmes l'ont subie depuis les débuts de l'olympisme moderne. Quand la Française Alice Millat lance des Jeux mondiaux féminins dans les années 20, le CIO voit cette concurrence d'un mauvais œil et intègre les femmes à son programme pour mieux les garder sous contrôle. Le CIO a souhaité contenir le développement du sport féminin. Il a gardé un pourcentage de femmes très très faible pendant des années et des années. Jusqu'en 1970, on est en dessous de 15% de femmes aux Jeux Olympiques. En 1996, pour la première fois dans la charte olympique, le développement du sport féminin fait partie des règles olympiques. Malgré le conservatisme des instances olympiques face à un monde qui bouge, elles n'ont pu empêcher les Jeux de devenir un miroir de la géopolitique mondiale. Parfois dans des circonstances dramatiques, comme en 1972 à Munich, lorsqu'un commando terroriste palestinien prend en otage puis assassine 11 athlètes israéliens. Souvent de manière plus apaisée, en présentant par exemple au monde de nouveaux États, comme après la période des indépendances suite à la décolonisation ou encore après la partition de l'ex-Yougoslavie. Sur les cours de tennis des Jeux Olympiques, Goran Ivanisevic, le champion de Split,
est peut-être le seul joueur professionnel qui engage ses performances sportives au service d'une nouvelle nation. À la fin du XXe siècle, la chute du bloc soviétique fait place à un monde moins polarisé. Les Jeux olympiques redeviennent l'occasion de célébrer la paix et le concert des nations. La quintessence des Jeux, avec leur caractère universel, a réellement démarré à partir de Séoul, où il n'y a pas eu de boycott du tout. Et on est parti vraiment vers quelque chose de magnifique. Ce melting pot de toutes ces nations qui se rencontrent. De la folie médiatique entourant l'équipe des basketteurs américains à Barcelone en 1992, à la solidarité mondiale lors des JO de Tokyo en 2021, forcés de se jouer à huis clos à cause du Covid, l'idéal universaliste de Coubertin semble régulièrement se réincarner. Mais le conflit ukrainien bouleverse de nouveau les équilibres et la question de la présence ou non des athlètes russes et biélorusses à Paris en 2024 risque une nouvelle fois d'en montrer les limites.